J'ai quitté l'Algérie en 2014 suite à un certain nombre d'événements malheureusement qui sont produits à la veille des élections présidentielles du quatrième mandat pour Abdelaziz Bouteflika à l'époque. Euh, à cette époque-là, il y avait beaucoup de pression des services secrets algériens par rapport à mon engagement politique, par rapport à un certain nombre également de causes que je défendais là-bas et par la suite à mon arrivée ici en France. Les droits humains, les droits des femmes, l'égalité des sexes, le droit pour les femmes algériennes à avoir accès à l'IVG, à l'avortement, à un certain nombre de droits ou de questions sociétales. Et en particulier aussi autant qu'opposant aux islamistes et à la junte militaire au pouvoir depuis l'indépendance en Algérie. Alors c'était plus possible pour moi de vivre là-bas en sécurité et de continuer mon combat et ma lutte pour un état de droit, pour une justice indépendante, pour des institutions fiables qui font avancer notre pays, l'Algérie. Je veux être moi-même, c'est-à-dire je veux vivre librement ma vie privée en tant que personne homosexuelle. Je voulais et je veux toujours être moi-même, mon orientation sexuelle ou ce qui est naturel. Je voudrais la vivre normalement, publiquement, sans crier bien sûr sur les toits, mais je veux vivre librement mon orientation sexuelle et dans la dignité et le respect. À l'époque, quand je vivais en Algérie, j'ai subi des agressions verbales, physiques. C'était au quotidien, quand j'étais jeune, les moqueries. On entendait entre guillemets, l'insulte qui revenait le plus, c'était l'injure PD, qui est très péjorative et dont je l'ai entendu, on va dire, dans toutes les vocabulaires. Ils ont conjugué toutes sortes de mots et d'injures pour me traiter. Parce que là-bas, pour eux, être une personne homosexuelle ou gay, c'est comme une tare, comme une maladie, c'est péjorative, ils n'ont aucun respect et ils ignorent en particulier la question des personnes LGBTQI+. Donc pour eux, nous sommes des malades, sauf que l'homosexualité a été retirée de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en 1990. Sauf qu'en Algérie, on va dire globalement la région MENA, ils sont toujours dans ce système où cette pensée, cette culture archaïque, patriarcale, est très homophobe et sexiste. Donc je pense qu'aujourd'hui, si je suis arrivé en France, c'est déjà pour sauver ma peau d'un régime, je dirais pas autoritaire, mais une junte militaire au pouvoir qui réprime et opprime tout individu qui revendique son identité sexuelle ou son appartenance à un groupe ou revendiquer une véritable démocratie et les libertés individuelles et collectives. Alors, quand j'ai quitté à l'époque l'Algérie en 2014, justement, j'avais pas le choix. Il fallait pas immigrer, c'est même pas de l'exil pour moi. Il fallait sauver sa peau d'un régime, des islamistes et d'une société extrêmement homophobe, patriarcale et rétrograde. Sans compter le conservatisme, que dirait-on, etc. Je suis arrivé en France, j'ai continué à militer, à être avec des organisations humanitaires, avec des associations LGBT, féministes, etc.
J'ai commencé à écrire dans la presse française ou voire internationale, dans le Huffington Post. J'ai coécrit un livre intitulé Genre interdit avec mon co-auteur et mon ami et Mohamed Ledovic Zahid, qui est imam inclusif, anthropologue, écrivain. Et en 2017, voilà, pour arriver à l'objectif de notre entretien d'aujourd'hui, la nuit du 3 mars 2017, malheureusement, j'ai été violemment agressé, séquestré, violé, battu pendant 36 heures, c'est-à-dire du 3 mars jusqu'au le 5 mars vers les coups de midi, midi et demi. Voilà, j'étais dans un bar gay friendly, très sympa, que je fréquentais à l'époque et je fréquente aujourd'hui, toujours, où j'ai été approché par un individu de type européenne. Et là, j'étais un peu alcoolisé, j'avais pris l'apéro, j'ai pris 4 pintes, c'était sympa, il y avait de la musique, il y avait un DJ, les gens qui dansaient. Et cet individu qui m'approchait, qui me parlait à l'oreille, et moi j'étais dans un état où voilà, c'était festif, je m'amusais, je dansais, et il m'a proposé de boire une bière chez lui. C'est vrai, j'ai pas dit non. Je l'ai suivi jusqu'au jour d'aujourd'hui, je sais pas pourquoi. À l'un des légionnaires, notamment l'Irlandais Shrub, qui est venu me parler, je les ai suivis. C'est vrai, je les ai suivis. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je les ai suivis. À peine on arrive à l'endroit, on commence à monter l'escalier. Moi, dans ma tête, je crois que c'était un appart ou dans un bâtiment. Après, une fois entré dans l'appartement où ils m'ont invité à boire un verre, je me suis rendu compte que c'était une chambre d'hôtel. Alors, à peine je rentre, il me propose une bière. Le deuxième individu que Shrub a demandé de sortir de la chambre, à peine je bois une gorgée de ma bière et je la repose sur le meuble en face, tout en sachant qu'il y avait 2 chambres communicantes et c'était petit. Donc, tout de suite, à peine je repose la bouteille et il me donne un gros coup de poing au visage. Je tombe dans les pommes et quand je me réveille, je trouve l'individu est en train de me sodomiser, c'est-à-dire de me violer. Leur profil, je ne le connais que de ce que j'ai vu dans le dossier. Ce que j'ai vu dans le dossier, c'est que d'abord, ce sont sur le plan professionnel 2 légionnaires qui ont quitté la Légion au moment des faits, qui sont manifestement en déshérence à Marseille. Ils étaient affectés à Nîmes et ils se retrouvent à Marseille à errer selon les éléments qu'on a du débat, parce qu'il y a eu une audience et donc tous ces éléments ont été publiquement discutés. Ils ont erré d'hôtel en hôtel jusqu'à se retrouver dans un hôtel à l'Opéra à Marseille. Et leur profil, en fait, c'est un profil d'abord de militaires, de personnes qui ont suivi non seulement une sélection, mais aussi un entraînement très particulier, puisque la Légion étrangère, c'est je dirais, une partie qu'on qualifie d'élite de l'armée de terre, depuis qu'il y a eu une fusion des deux. Et donc, en fait, ce sont des soldats en fait, aguerris, des personnes qui, sur le plan physique, ont développé aussi une corpulence qui va avec les exigences physiques de leur métier et qui sont par ailleurs des personnes qui sont, je pense, à la Légion étrangère conditionnées en fait, conditionnées psychologiquement, notamment au pire. Voilà. On ne sait pas trop ce que fait un légionnaire de manière concrète, mais on sait qu'il part dans des opérations extérieures, on sait qu'il vit des choses hors du commun sur des théâtres de guerre.
Donc je ne sais pas si je peux m'exprimer sur leur profil psychologique, en tout cas sur leur profil professionnel, c'est celui-là. J'ai essayé de me débattre. L'Irlandais Shrub était, comme lui-même se décrit, comme un monstre. Il était gaillard, c'était un légionnaire. Voilà, j'estime que vous aurez une idée. Il termine de me violer. Il me demande de me rhabiller et d'aller me laver. Moi, je me suis essuyé. J'avais un sac, j'ai pris une serviette. Il y avait mes affaires dedans. Je pensais c'est bon. Il m'a tapé, il m'a violé. Je pense qu'il allait me libérer. Bien au contraire, c'est là où le cauchemar continue. Entre-temps, 20 minutes à une demi-heure après, il revient Salazar, son co-détenu aujourd'hui, et c'était son co-légionnaire. C'était tous les deux. C'était des légionnaires l'un, il a été renvoyé de la Légion, et le deuxième était en désertion. Il est revenu, il lui a dit qu'est-ce qui s'est passé. Celui qui m'a violé, il a inventé une histoire en lui disant qu'il a tenté de me toucher les fesses et de m'embrasser. Chose que, voilà, c'est une pure invention pour justifier le marque et le sang qu'il y avait sur mon visage. Et à partir de ce moment-là, la violence physique et verbale s'est enchaînée jusqu'à vers 5h, 5h30 du matin. Ils ne se sont pas arrêtés. Ils m'ont tabassé tous les deux. Après, quand l'un s'arrêtait, l'autre reprenait. À un certain moment, ils m'ont demandé ma carte bleue, mon téléphone et ma chaîne en or. Et il faut pas oublier que ils avaient beaucoup d'alcool, ils buvaient de l'alcool, ils sniffaient de la cocaïne. C'était horrible, c'était un cauchemar pour moi. Et le légionnaire irlandais, l'ex-légionnaire irlandais, Shrub, sortait et revenait à 2 ou 3 reprises, je me souviens plus, parce que voilà, ces 4 jours de leur procès, c'est extrêmement épuisant et c'est très douloureux qu'à 5 ans plus tard, je revis, je monte à la barre pour témoigner, j'entends tous les plaidoiries, etc. C'est fatigant. Donc voilà, je risque de ne pas être très 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 précis dans mes réponses ou dans mon récit. Et à un certain moment, j'ai donné en première fois un faux code de ma carte bleue pour protéger mon compte, ce que j'avais dedans. Et après, à 2 reprises, j'ai donné, je crois, le faux code. Troisième fois, la carte a été ravalée parce il a tenté de composer plusieurs fois le code, ça n'a pas marché, ça a ravalé le distributeur bancaire. Et il revient et Shrub est devenu, voilà, il s'est mis en une colère indescriptible. C'est là où il a coupé une paire de draps, il m'a mis sur une chaise, il m'a attaché les poignets et les chevilles. Il a commencé à m'insulter et à me frapper de toutes ses forces. À un certain moment, tellement il me frappait fort, la chaise où j'étais attaché, j'ai basculé avec la chaise sur le sol. Et le deuxième légionnaire Salazar, lui, il m'a redressé moi avec assis sur la chaise et il m'a mis le couteau au niveau de la gorge en me disant arrête de crier, sinon je vais te tuer. Par la suite, il m'a détaché, il m'a fait asseoir sur le lit. Et entre-temps, il a continué à me donner des coups Shrub, le légionnaire, ex-légionnaire irlandais, parce qu'il sniffait, il sortait, le deuxième aussi, il sortait, et tout en sachant à chaque fois que l'un des deux sortait, l'autre gardait la clé de la chambre dans la poche. Donc, c'est une séquestration qui est punie par la loi. Et jusqu'à vers 6h du matin, ils ont arrêté de me violenter physiquement, etc. Mais les insultes continuaient. Et tout en sachant que mon visage était cumulé de marques, de sang. Mes yeux ils ont gonflé. J'étais dans un état pas possible.
C'était complètement mes vêtements, tout avec le sang. Et à un certain moment, Salazar, il a proféré des insultes homophobes, racistes, antisémites, tout, en m'expliquant, nous sommes là pour aider la France contre le terrorisme et les islamistes. On ne comprend pas pourquoi la France accueille des gens comme vous. Non, il ne m'a pas voué comme toi, et tout en sachant que le Chilien, il est hispanophone, ce qui est normal, et il avait du mal quand même à bien articuler pour bien le comprendre. Et donc, il m'a dit, je suis pour Trump, et que voilà, il a eu un discours. Et d'ailleurs, il faut le rappeler que Trump a été élu le 16 novembre 2016, voilà. Je crois que c'était le 3 ou le... Je ne me rappelle plus de la date exacte, mais je voyais à travers son discours haineux, nasillant, presque les mêmes propos ou le programme qu'allait mettre en pratique Trump. Donc je voyais que c'était un suprémaciste. Voilà. Donc après, je me suis reposé sur le lit. J'étais désespéré. J'avais très très peur. Et on m'a retenu aussi toute la journée du samedi, en sachant que ils m'ont filmé pendant qu'ils exerçaient sur moi la violence. On m'a filmé. Ils ont envoyé, par erreur ou je ne sais pas, je ne veux pas trop rentrer dans le détail, à l'une des copines une vidéo, moi ensanglanté, etc. Et vers les coups de 11 heures, sous le conseil de l'ex de Shrub, l'Irlandais, parce qu'il n'arrêtait pas aussi d'appeler entre-temps son ex-femme ou compagne, elle lui a donné des conseils, elle a suggéré de me libérer, il n'a pas accepté, il lui a donné des conseils, on donne-lui du Doliprane. Donc vers les 10h30, 11h, il a été acheté du Doliprane en pensant que mon visage tuméfié et mon corps complètement ensanglanté, que ce Doliprane allait faire dégonfler tous les hématomes, etc., faire disparaître les marques, dont la possibilité de me libérer. Sauf que on m'a gardé jusqu'à dimanche à midi. Ils ont été mis en accusation, parce que c'est le terme devant une cour d'assises, pour une série de faits. Alors, conjointement ou séparément. Alors, ils sont tous les deux mis en accusation devant la cour d'assises pour des faits de séquestration, pour des faits de violence avec plusieurs circonstances aggravantes. La première circonstance aggravante des violences, c'est qu'elles ont été commises, selon l'accusation, en réunion, c'est-à-dire par deux personnes qui ont agi en coaction en même temps. Et la deuxième circonstance aggravante, c'est que ces violences ont été commises en raison de l'orientation sexuelle de la partie civile. Il y a aussi des faits qui sont reprochés aux deux. Il y a une extorsion à aggraver. L'extorsion, c'est le fait de, par la force ou la violence, se faire remettre quelque chose par une personne, en l'occurrence une carte bancaire. Et ensuite, ils sont chacun poursuivis pour deux faits distincts. Alejandro Salazar est poursuivi pour un délit, qui est ce qu'on appelle un délit connexe aux autres infractions qui sont pour la séquestration une infraction criminelle et pour les violences aggravées. Il est poursuivi pour une tentative d'escroquerie puisque au terme des débats, il aurait, après l'extorsion de la carte bancaire, tenté de retirer de l'argent. Et donc ce fait-là est qualifié de tentative d'escroquerie. Et quant à M. Shrub, il est également mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises pour des faits de viol. À l'origine, il était renvoyé pour des faits de viol, simples, si je puis m'exprimer ainsi. Et au terme des débats, comme lui permet la loi, il est possible d'assortir une question qui est posée au juré, qui est la suivante. Est-ce que M. Graham Shrub a commis un viol, c'est-à-dire un acte de pénétration, sans le consentement par ruse, surprise ou violence?
à l'égard de M. Ali Chérif. Est-ce que ce viol a par ailleurs, et c'est ça en fait qui a été ajouté au cours des débats, est-ce que ce viol a été commis en raison de l'orientation sexuelle de M. Zach Ostman? Donc c'est un viol qui, au cours des débats, a fait l'objet de ce qu'on appelle une question complémentaire, qui est une question qui va être posée en plus aux jurés. Après la question sur le viol, et s'ils considèrent qu'il y a bien eu un viol, on va leur demander si ce viol a été commis avec une circonstance aggravante qui est précisément celle du fait que le viol a été commis en raison de l'orientation sexuelle de la personne. Je ne dirais pas que je la vois pas de la manière, parce que c'est l'Occident, la France fait partie du vieux continent européen, etc. Après, je ne dirais pas que je suis déçu, mais il reste beaucoup de choses à faire. Le combat est éternel. La liberté, la démocratie et les droits humains, ça s'arrache à travers des luttes, pas une lutte, des luttes. Et il suffit d'une guerre civile, d'un conflit politique ou autre, que tous nos acquis, ou le peu d'acquis qu'on a aujourd'hui, les VG, le mariage pour tous, les droits syndicaux, etc., ils peuvent être remis en question à tout moment. Donc, je reviens à l'histoire, au regretté Tahar Djaout, dans son livre Les Vigiles. Il faut être vigilant. Il est très important de rester vigilant et droit dans ses bottes, dans nos luttes. Ça, c'est ma devise. Et je ne cesserai jamais de lutter. Et par rapport, après, ici en France, on a des droits. Et il y a une grande chance, c'est la France qu'on a. Même moi, des fois, je dis oui, il y a des choses qui ne vont pas ou ne vont plus. Mais la France, ça reste quand même une grande démocratie, un pays des libertés collectives et individuelles, la liberté d'expression, etc., la liberté de la presse. Et pourquoi je dis ça? La justice française reste indépendante et je crois en la justice. C'est important. Chose qui est contraire par rapport à notre pays, l'Algérie, où l'institution, c'est-à-dire nos institutions, restent à construire. On n'a pas une justice indépendante, on n'a pas des institutions construites avec des piliers forts. Parce qu'ici, en France, ça m'a permis, autant qu'homosexuel, que j'ai le droit de déposer plainte et que ça va jusqu'au pénal. Parce que l'homophobie, caractère homophobe qui est un caractère aggravant. Donc, je crois à la justice et j'espère que je vais obtenir gain de cause parce que j'ai été victime d'une agression qui relève de la barbarie. Et personnellement, pour me réparer psychologiquement et physiquement, j'ai besoin que justice soit rendue. Et que grâce aux lois contre l'homophobie en Occident, et je parle de la France parce que je demeure en France, ces lois-là, elles sont avec nous et pas contre nous. Après, il reste beaucoup de choses à faire. Quand tu vas déposer plainte, la loi est avec nous. Les policiers sont là pour prendre nos dépositions, etc., etc., sans aucun a priori ou préjugé, etc. Il y a même, d'ailleurs, le syndicat et l'association, le FLAG, le syndicat des policiers gays, lesbiennes, trans, etc. Il y a du boulot, il y a des choses à faire, il y a peut-être beaucoup de choses à faire, mais les faits sont là. Ma plainte a été reçue, j'ai été bien traité par la police qui m'ont délivré, qui m'ont amené à l'hôpital, le SAMU, etc. Et aujourd'hui, il y a eu procès au début, j'étais beaucoup médiatisé quand j'étais agressé. Et aujourd'hui, aussi le procès. Il y a le journal Le Monde, la presse locale, la province, la Marseillaise, etc. Il y a l'AFP, etc. Donc, j'estime qu'il y a du progrès. Beaucoup. Mais il reste également beaucoup à faire. Parce que la démocratie, c'est une éternelle construction. Évidemment que c'est le travail de la défense de défendre.
Et donc en général, la défense, elle va développer une stratégie qui consiste, si les faits ne sont pas reconnus, à les nier et à tenter de démontrer que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réunis. Donc ça c'est assez classique devant des faits qui ne font pas l'objet d'une reconnaissance. Et donc effectivement, le viol n'est pas reconnu. Et donc il a fallu de leur côté démontrer que les éléments qui sont dans le dossier ne suffisent pas à caractériser le viol. De notre côté, mais plutôt du côté de l'avocat général, parce que le rôle de l'avocat de la partie civile, c'est pas de démontrer, c'est le rôle de l'accusation, ça. L'avocat de la partie civile, il est là pour, de manière vigilante, faire en sorte que les débats n'éludent pas des éléments du dossier qui peuvent paraître pertinents ou importants. Donc c'est finalement un rôle secondaire qu'a la partie civile et son avocat par rapport au rôle que tient le ministère public dans ce type d'affaires et de manière générale dans les affaires, que ce soit devant la cour d'assises ou devant le tribunal correctionnel. D'abord, la partie civile, elle est là pour réitérer ses déclarations à l'audience. Une partie civile, à un procès, c'est un témoin. C'est pas un témoin comme tous les autres, mais c'est un témoin parce qu'il vient expliquer ce que lui a vécu. Donc la première manière, en vérité, de contester les arguments de la défense, c'est d'abord d'exposer à nouveau, encore, les déclarations constantes, je dirais concordantes et non contradictoires de la partie civile. C'est déjà un premier élément. Deuxième élément, ce sont les éléments du dossier qui permettent éventuellement de discuter concrètement, et je ne vais pas ici reprendre le débat que nous avons eu pendant des heures et des heures devant la cour d'assises, mais ça consiste aussi à se focaliser sur des éléments qui permettent d'accréditer et de conforter la position qui est exprimée par la partie civile. Nous ne sommes pas dans un dossier où c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Il y a d'autres éléments, notamment matériels, qui viennent conforter la position qui n'est pas une position stratégique ou une théorie, c'est la position qui reflète les faits tels qu'ils ont été vécus par le plaignant. Et ça, c'est déjà beaucoup. C'est insuffisant, mais c'est déjà beaucoup. Et encore une fois, ce n'est pas le rôle de la partie civile de dire vous mentez, même si, par définition, lorsqu'une victime présente des faits qu'elle a vécus, qu'elle dit avoir vécu, qu'elle maintient avoir vécu et qu'elle réitère devant une cour d'assises, il y a forcément quelqu'un qui ment. Il y a forcément quelqu'un qui ment. Soit c'est la défense, soit c'est la partie civile. Nous, ce qu'on a essayé de démontrer, c'est qu'à aucun moment, Zach Ostman a menti, parce que Zach Ostman, non seulement il a répété la même chose tout le temps, mais que dans le dossier, il n'y a aucun élément qui permette d'établir qu'il ait pu mentir. Et pour s'en assurer, il y a aussi un certain nombre de manières de faire dans le cadre de ce type d'affaires. Et une des manières de faire, c'est les expertises psychiatriques et psychologiques qui décèlent assez rapidement si on est en face d'une partie civile, d'un plaignant qui affabule ou qui ment ou qui raconte une histoire. Rien de tel s'agissant de Zach Ostman et c'est déjà un élément. Après, le reste, c'est des éléments de preuve matériels, des expertises confiées à des experts en ADN, des expertises confiées à des experts psychiatres, c'est des expertises confiées à des experts qui sont chargés, par exemple, d'analyser la scène de crime. Tous ces éléments, la cour d'assises, elle devra décider si ils manifestement établissent, au-delà de tout doute raisonnable, la culpabilité des accusés. Alors c'est vrai pour le viol, ça l'est moins pour les autres infractions parce que les autres infractions sont reconnues. La défense, là, ne les nie pas. Il y a bien eu des violences, il y a bien eu une séquestration, même si on laisse entendre qu'il aurait pu partir quand il voulait. Il y a bien eu une tentative d'escroquerie par la soustraction de cette carte. Il y a bien eu un vol, puisqu'on lui a bien volé ses affaires, une chaîne et un téléphone. Là où, effectivement, et c'est le deuxième élément contesté, il y a un débat, c'est sur cette question de la circonstance aggravante liée à l'orientation sexuelle de la victime. Autrement dit, est-ce que le plaignant a vécu ces faits en raison de son orientation sexuelle? Et là encore, le débat qui a existé pour le viol a existé aussi pour
les autres infractions, c'est-à-dire qu'il a fallu discuter s'il existait des éléments qui permettaient d'établir que ces infractions ont été précédées, suivies ou commises en même temps que des propos portant atteinte à l'honneur et à la dignité de M. Jacques Haussmann en raison de son orientation sexuelle. Et ça, ce débat, nous l'avons eu, et là encore, il y a des éléments dans le dossier, notamment des témoignages qui permettent de savoir que, et c'est des témoignages qui ont été entendus dans la cour d'assises et au cours des débats, qui permettent en fait de conforter en vérité la position de Jacques Haussmann. Voilà. Après, de tout cela, la Cour se fera une religion, elle décidera au regard de tous ces éléments qui ont été débattus de manière contradictoire, si oui ou non, il conforte les déclarations de Jacques Haussmann, et si, par voie de conséquence, les accusés seront condamnés ou pas. Mais ça, c'est la Cour d'assises qui va le décider, c'est pas nous. Nous, on a fait à ce stade ce que nous avions à faire, c'est-à-dire d'une première part soutenir une accusation, d'une deuxième part faire part aussi des conséquences en fait de ce qui lui est arrivé sur son quotidien, sur sa vie, sur son psychisme, même sur son corps. Voilà. Et ça, je crois que c'est pas contesté puisque on a vu les conséquences qu'ont eu ne serait-ce que les violences sur son corps, mais ça, ce sont les stigmates visibles. Il y a d'autres stigmates qui sont moins visibles, mais qui sont tout autant présents. Et si les accusés devaient être condamnés, il y aura un autre débat qui se tiendra là sur précisément la réparation du préjudice. Préjudice matériel, préjudice corporel, préjudice psychologique, donc préjudice moral. Mais ça, c'est un autre débat. Alors, le message que j'adresse aux homophobes, ça c'est une lourde responsabilité. Réveillez-vous. La haine ne l'emportera pas sur l'amour. Vous avez beau à justifier le côté religieux, le côté patriarcal, le côté culturel, traditionnel, etc. Réveillez-vous, lisez, sortez un peu, voir le monde, voyagez, cultivez-vous. Le brassage, le multiculturel, la diversité dans toutes ses formes, ouvrez les yeux. Moi, je ne cherche pas à ce que vous faites sur vos lits. Faites pareil. Le respect mutuel nous permet de vivre ensemble en sérénité. Et j'adresse aussi un message à la communauté LGBT en Algérie et dans les régions, c'est-à-dire la région MENA, le Maroc, la Tunisie, etc. Il ne faut plus avoir peur. En revanche, il faudrait faire très attention parce qu'il suffit d'un infraseconde, d'une petite négligence, on peut être agressé, assassiné, tout est possible. Mais en revanche, je peux vous assurer d'une chose, vous n'êtes pas des malades, nous ne sommes pas des malades. En revanche, ceux qui sont malades, c'est les autres. Celles et ceux qui disent que les homosexuels ou les lesbiennes ou la communauté LGBT, c'est des malades, c'est une contre-nature, ben c'est leur réaction qui est contre-nature. Moi, je suis une personne normale et vous, c'est pareil. Ceux qui ne sont pas normaux, c'est les homophobes. Ce qui est l'homophobie, la haine de l'autre, la haine de la différence, les jugements, ceux qui nous traitent de malades, c'est eux qui doivent se soigner, doivent faire un travail sur eux. Nous sommes, bien au contraire, c'est naturel. C'est notre nature. Et je passe un message au cas où les associations LGBT ici en France, je leur dis, c'est bien de médiatiser, mais c'est bien d'être là pour les victimes aussi et les accompagner après une agression. Parce qu'il y a l'agression, oui, et après, le suivi, que ce soit médical, matériel, etc. Donc, l'union fait la force. Parce que c'est très facile de dire oui, je connais Jacques Haussmann ou telle victime, etc. Mais c'est très important, le suivi psychologique et matériel qui vient derrière, qu'il faut, c'est ce que je veux dire par là, l'accompagnement, l'après qui suit l'agression. C'est très important. Et je répéterai le même mot, la haine ne l'emportera pas contre l'amour. Je ne demande rien.
à vivre le plus normalement et librement ce que je suis. Comme je te l'ai dit déjà tout à l'heure durant notre conversation, dans ma vie, j'ai connu deux grands amours. Deux grands amours. Ma mère et la terre qui m'a vu naître, l'Algérie. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. J'estime que j'ai consacré ma vie à la lutte et à l'Algérie, qui me manque terriblement. Voilà, je suis désolé. Mon ressenti par rapport à la condamnation, par rapport à l'aggravant de l'homophobie et le viol, pour moi, c'est une forme de reconnaissance de la justice, une réparation, et également, c'est une délivrance. Là, je commence à redescendre, c'est-à-dire par rapport aux 4 jours de procès, et parce que le procès, revivre tout ça, c'est extrêmement douloureux, pénible. Et donc, là, je commence à redescendre et à réaliser que la justice a reconnu ce que j'ai vécu durant les 36 heures de séquestration. Et au fait, j'arrive pas aussi à réaliser que c'est fait, que ça va être derrière moi. Donc, oui, c'était très dur. Et moi, je me suis battu pendant 5 ans pour que justice soit faite. Et finalement, je suis délivré de tout ça. Maintenant, j'espère que ça va faire partie de mon passé. J'oublie pas, mais c'est fini. Maintenant, il faut que j'arrive à me reconstruire et avancer dans ma vie, pour que ce soit du quotidien au professionnel, etc. Je voudrais remercier tous mes amis, mes proches, de la lutte, des droits humains, de la lutte pour les droits démocratiques, que ce soit en Algérie ou ailleurs ou ici en France. Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu dans cette dure épreuve dès le début. Je leur dirai jamais assez merci et que je pense fort à eux et que l'union fait notre force. Et je tiens en particulier à dire aussi un merci à ma mère qui m'a façonné comme ça, fou peut-être, mais elle m'a fait comme ça. Et je tiens à dire à ma mère que je l'aime beaucoup, qu'elle me manque énormément, énormément. Et et aussi un grand merci à un certain grand homme, grand humaniste, Méziane Aben, d'être là pour moi et pour toutes les personnes qui embrassent les belles causes. Merci Méziane.